Bonjour et bienvenue dans cette formation pré de Security Center, dont le but est de vous présenter les concepts de base de Security Center. Mon nom est Guillaume Gossot, formateur, technique et développeur de contenu pour Genetech. Je serai votre guide durant cette série de présentations. Dans ce premier module, intitulé Réseau et informatique, notions de base, nous regarderons ensemble les fondamentaux réseau, les fondamentaux des bases de données, nous parlerons de Windows et enfin de stockage. Commençons par les fondamentaux réseau. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Une adresse IP de version 4 se compose de 32 bits séparés en 4 blocs aussi appelés octets. Octet car 8 bits. Cette séparation est faite pour améliorer la lisibilité d'une adresse. Dans le cas de cette adresse, les 3 premiers octets sont fixes. Ils font référence au réseau. Pour indiquer les informations de réseau d'une adresse IP, on utilise le masque. Un masque de 3 octets peut s'écrire de deux façons différentes, soit 255.255.255.0, soit 192.168.100.0/24. Le 24 indique ici le nombre de bits dédiés au masque. Tout équipement réseau, que ce soit une caméra IP, un contrôleur de porte, un serveur ou encore un encodeur, doit avoir une adresse IP valide. Celle-ci doit être dans le même réseau que l'adresse IP de l'équipement auquel il souhaite communiquer. Qu'est-ce qu'une classe d'adresse? La notion de classe d'adresse IP a été utilisée sur Internet pour distribuer des plages d'adresse IP V4 à des utilisateurs finaux. Avec cette méthode, puisque prédéfinie en catégories A, B, C et D, il est facile de deviner le masque d'une adresse IP en sachant sa classe. On notera toutefois que cette classification n'est plus formellement respectée depuis le début des années 90. En ce qui nous concerne, il faudra retenir deux choses. Les adresses de type A, B et C sont dites unicast, ou de point à point, alors que les adresses de type D sont dites multicast, ou encore d'un point à un groupe de points. Enfin, il existe quelques adresses spéciales telles que 255.255.255.255, qui est l'adresse de broadcast, diffusion à tous, et 169.254.quelque chose, qui sont réservés à l'auto-allocation d'adresses IP lorsqu'il n'existe pas de serveur DHCP dans un réseau. Qu'est-ce qu'un port? Si on considère une adresse IP comme une adresse postale, par exemple, celle d'un hôtel situé au 123 rue des Capucines, on sait que même si l'hôtel n'a qu'une adresse postale, il y a de nombreuses chambres disponibles à l'intérieur. Afin de pouvoir visiter un ami dans cet hôtel, il vous faudra l'adresse postale ainsi que le numéro de chambre de votre ami. Il en est de même pour un ordinateur. Si l'adresse IP est l'équivalent de l'adresse postale, le port, lui, va faire référence à une appellation, à une application ou à un service particulier à l'intérieur de cet ordinateur. Par exemple, on utilisera 21 pour un serveur FTP, 80 pour un serveur web. Un numéro de port est codé sur une adresse de 16 bits, ce qui permet pas moins de 65 535 possibilités. Cela fait de la place pour un hôtel particulièrement grand. Il pourra être nécessaire à un moment ou à un autre de définir une adresse IP statique. Cela deviendra même une nécessité s'il n'existe pas de serveur DHCP pour vous attribuer une adresse IP. La démarche d'association d'adresses IP statiques peut être légèrement différente, dépendamment de la version de Windows utilisée. Ici à gauche, sous Windows XP, on fera démarrer, paramètres, connexion réseau, cela suivi d'un clic droit sur la carte réseau que l'on souhaite configurer. Sous Windows 7, on fera démarrer, panneau de configuration, réseau et centre de partage, configurer les adaptateurs réseau, et enfin un clic droit sur la carte réseau qui doit être configurée. Une fois la fenêtre des propriétés de la carte ouverte, on cliquera sur Propriétés.
Dans cette fenêtre, il faudra saisir l'adresse IP statique de votre choix, ainsi qu'un masque de sous-réseau. Il est aussi possible d'ajouter une passerelle pour aller vers un autre réseau et une adresse de serveur DNS afin de pouvoir résoudre des noms de domaine tels que par exemple google.com. Afin d'aller plus loin, procédons à une petite vérification. Pour valider la configuration d'une nouvelle adresse IP, faisons un petit détour par le menu Démarrer, cliquons sur Exécuter ou Run, dépendamment de votre version de Windows, et tapez CMD, CMD pour commande. Ici, comme on le voit à l'écran, le prompt va s'afficher. Dans l'invite de commande, saisissez ping, espace, nom ou adresse IP d'un autre ordinateur dans votre réseau. Si la requête fonctionne, cela signifie que votre ordinateur arrive à communiquer avec d'autres ordinateurs au sein de ce même réseau. Parlons pare-feu. Un pare-feu, ou firewall en anglais, permet de bloquer certains types de trafic afin de prévenir une intrusion de votre système ou encore l'envoi de données sensibles en dehors de votre ordinateur. Le pare-feu ne peut malheureusement pas distinguer un trafic légitime d'un trafic illégitime. C'est pourquoi par défaut, il bloquera les communications de Security Center. Pas de panique, Security Center vous invitera à ajouter ses propres règles de pare-feu lors de l'installation, une étape simple que nous verrons un peu plus tard. Si vous décidez de modifier les ports utilisés par Security Center en cours d'utilisation, il faudra alors mettre vos règles de pare-feu à jour. Dans un environnement contrôlé tel qu'un laboratoire ou encore une salle de formation, il est possible simplement de désactiver le pare-feu Windows en tapant la commande suivante dans l'invite de commande firewall.cpl ici. Notez que cette commande fonctionne sur toutes les versions de Windows. La plupart des entreprises aujourd'hui disposent de pare-feu matériels. Dans ce cas-là, il faudra faire une requête à votre département des ressources informatiques pour demander l'ouverture d'un ou de plusieurs ports. Security Center utilise de nombreux ports pour communiquer. Pour obtenir une liste complète de ceux-ci, veuillez vous référer au guide d'administration de Security Center. Parlons maintenant un peu de communication. Il existe plusieurs façons d'acheminer de l'information d'un point à un autre dans un réseau. Ici, nous parlons de protocole de transport. À votre gauche, nous allons parler de TCP. TCP est lourd mais fiable, et à droite, nous avons UDP, dit rapide mais peu fiable. Ne nous arrêtons pas à si peu. TCP est fiable parce qu'il utilise un mécanisme d'accusé de réception avant d'envoyer le paquet suivant. Les paquets sont ordonnés, et si le réseau perd un paquet, TCP le saura grâce à son système d'accusé de réception. De l'autre côté, UDP ignore toute forme d'accusé de réception. Les paquets sont envoyés dans n'importe quel ordre et le destinataire n'a pas besoin de confirmer la réception. UDP ne permet donc pas à l'envoyeur de savoir si le destinataire reçoit l'ensemble des paquets. UDP est donc bien plus rapide car il ne nécessite pas d'aller-retour, mais la fiabilité est moins grande qu'avec TCP. Regardons TCP dans son fonctionnement. À gauche, nous avons une caméra et à droite, un serveur qui reçoit le flux vidéo de cette caméra. Chaque paquet envoyé par la caméra sera systématiquement confirmé par le destinataire. On appelle ça un ACK ou un acknowledgement. Dans cette animation, nous voyons que le paquet numéro 3 a malheureusement été perdu par le réseau. C'est le serveur qui fera alors une demande de renvoi. La caméra n'enverra jamais le paquet numéro 4 aussi longtemps que le paquet numéro 3 n'a pas été confirmé ou acknowledgé par le destinataire. Ici, les erreurs sont détectées et corrigées. C'est pourquoi le protocole TCP est dit robuste mais lourd sur le réseau. UDP, quant à lui, n'est pas capable de détecter ou de corriger une erreur de transport. Une communication UDP, dans le même contexte, ressemblera à ceci.
Ici, le paquet 3 est encore perdu, mais cette fois, il n'y aura pas de retransmission. Les erreurs ne seront ni détectées, ni corrigées. En revanche, cela fait d'UDP un protocole léger et rapide, car la communication est monodirectionnelle. Le multicast. Une communication multicast consiste à transmettre d'un point, ici la caméra à gauche, à une multitude de points. Puisque les destinataires sont nombreux, multicast sera toujours UDP. Impossible d'implémenter ici un mécanisme de retransmission. Notre caméra va tenter de transmettre depuis son adresse IP source 192.168.100.25 à un groupe de 3 ordinateurs éparpillés dans notre réseau, ici en bleu clair sur la diapo. Ceux-ci disposent de leur propre adresse IP. Afin de rendre la communication possible, les 3 ordinateurs vont rejoindre le groupe multicast 224.16.17.10. Cette adhésion est temporaire et c'est à l'infrastructure réseau d'allouer dynamiquement les adresses multicast et d'y ajouter ou retirer des participants, comprendre ici des ordinateurs. Le multicast est l'approche la plus légère et efficace pour envoyer à plusieurs destinataires la même information. Ici, on pensera bien sûr à de la vidéo. Continuons un instant sur la façon de communiquer entre équipements. Sur cette diapo, nous avons une caméra, un commutateur et à droite, un serveur et 2 stations de travail. Lorsque l'on souhaite envoyer d'un point à un autre point, on parle d'une communication unicast. Ici, la caméra envoie son flux vidéo de données au commutateur qui va rediriger le flux vers son destinataire désigné. Dans ce cas-là, ce sera le serveur. La communication de la caméra redirigée au serveur. Dans le cas de broadcast, la caméra souhaite envoyer son flux de données à l'ensemble des équipements du réseau. Elle utilisera alors l'adresse de broadcast 255.255.255.255. Lorsque le commutateur recevra le trafic généré par la caméra, il le répliquera sur tous les ports réseau actifs, ainsi tous recevront le flux vidéo, même ceux qui ne le désiraient pas. Et enfin, dans le cas du multicast, un groupe multicast va être créé par le réseau et va se composer de tous les ordinateurs qui souhaitent rejoindre ce groupe. De la sorte, la caméra pense envoyer son flux vidéo à une seule adresse de destination. Ici, ce sera 224.16.17.15. Lorsque cette adresse arrive au commutateur, elle va être répliquée sur tous les membres de ce réseau. Ici, 192.168.100.102, notre serveur. Et enfin, 192.168.100.104, une de nos stations de travail. Si 103 désirait recevoir le flux vidéo, elle notifiera le réseau par une demande d'adhésion au groupe multicast et automatiquement, elle recevra le flux multicast à son tour. Dans un environnement où le réseau n'est pas capable de comprendre le trafic multicast, on va assister à un phénomène trop connu par nos équipes de support, le broadcast involontaire. Lorsque le trafic multicast va arriver au sein du commutateur, celui-ci ne sera pas capable de comprendre l'adresse de destination car il ne supporte pas le multicast. Afin de s'assurer que les destinataires vont recevoir le flux vidéo, il va l'envoyer à tous les flux actifs. Il va donc transformer une communication multicast en broadcast. Dans un réseau corporatif, le nombre d'équipements réseau risque de ne pas se limiter à 1. Dans cette illustration, on peut distinguer 5 switches. C'est dans un tel scénario que Multicast démontre le mieux sa capacité à réduire les coûts réseau. Prenons le temps de lire cette illustration. En haut à gauche, il y a une caméra, celle-ci. Cette caméra est connectée au switch numéro 1.
4 ordinateurs dans ce réseau souhaitent obtenir le flux vidéo de celle-ci. Le décodeur analogue, connecté au switch numéro 4, celui-ci. L'archiveur connecté au switch numéro 5. Une station de visualisation connectée au même switch. Et enfin, un outil de configuration, aussi appelé Config Tool, connecté au switch numéro 3. Sans le multicast, c'est 4 flux identiques qui vont traverser le réseau et créer une surcharge inutile. Ici en rouge sur le schéma, on peut voir 4 flux. Ici, on voit 3 flux. Ici, 2 flux. Avec multicast, le réseau fera preuve d'intelligence et ne démultipliera pas le même flux entre 2 équipements réseau. Ici, avec multicast, il n'existera qu'un seul flux entre 2 équipements réseau, ici indiqué en bleu. On pourra définir le multicast comme la capacité pour des équipements réseau à gérer dynamiquement des groupes et adresses IP et de propager l'existence de ces groupes au sein d'un réseau. C'est le protocole IGMP pour Internet Group Management Protocol qui va permettre au multicast de fonctionner. IGMP se décompose en 2 protocoles. Le premier ici, IGMP Snooping, protocole de couche 2. Ce protocole va prendre en charge la création et la gestion des groupes multicast. Entre autres, il va ajouter ou enlever des membres à un groupe existant basé sur les requêtes qu'il recevra. L'autre protocole, c'est IGMP Querying, protocole de la couche 3. Ce protocole a pour but de diffuser l'existence de groupes multicast au sein d'un réseau. Si un des switches crée un groupe multicast, tous les autres switches impliqués dans le routage du flux doivent avoir conscience du groupe afin de correctement router le trafic. C'est le travail du querier de s'assurer que les équipements réseau contiennent une information à jour sur les groupes multicast. Note très importante, si tous les équipements d'un réseau doivent supporter IGMP couche 2, il n'est nécessaire d'avoir qu'un seul équipement qui supporte IGMP Querying de la couche 3 par réseau. Dans cette nouvelle diapo, vous pouvez voir 2 captures d'écran de l'interface web de 2 switches, tous 2 de marque Dell, mais 2 modèles différents. À gauche, les options de configuration sont nombreuses. On peut y lire certaines options, telles que les options de requête, et la possibilité de fixer en temps d'attente entre chaque requête. Ici, Act as IGMP Querier, et ici, la configuration des temps d'attente de requête. À droite, en revanche, les options sont très limitées. Seule l'option d'activer le multicast est présente. Juste ici. Si vous utilisez déjà le multicast dans votre réseau pour d'autres applications, gardez en tête que le nombre d'adresses de classe D n'est pas infini. De plus, souvent les équipements réseau sont configurés pour utiliser un nombre très limité de ces adresses. Si la même adresse multicast est utilisée par des commutateurs différents, c'est l'embouteillage garanti, et les effets peuvent être surprenants. Dans notre cas, une personne pourrait se retrouver à avoir un flux vidéo qu'elle n'est pas supposée voir. Commande utile. S'assurer du bon fonctionnement du réseau est un prérequis fondamental au déploiement d'un système de vidéo sur IP. À notre disposition, quelques outils particulièrement utiles. Ping, par exemple, pour s'assurer que 2 points arrivent à communiquer ensemble. NSLOOKUP, pour s'assurer que la résolution de nom est fonctionnelle dans le réseau. IPconfig, /all, affichera toute la configuration réalisée sur l'ensemble des interfaces réseau d'une machine donnée. TraceRT va tenter d'identifier tous les équipements qui séparent un point A à un point B. PassPing, afin d'évaluer la performance du réseau. Et enfin, NetStat, une commande particulièrement riche qui permet d'afficher de nombreuses informations sur les ports ouverts et actifs d'une machine. On ne peut pas finir ce chapitre sans parler de renifleur de paquets. Un renifleur ou sniffer de paquets permet de capturer l'ensemble du trafic qui traverse la carte réseau locale de la machine. Les utilisations sont très nombreuses et l'on pourrait y dédier une présentation entière. Dans le cadre bien spécifique de la vidéo sur IP, on utilisera un sniffer
pour s'assurer de l'absence de broadcast et du bon fonctionnement du multicast. Dans cette capture, nous vous présentons Wireshark, un outil gratuit fortement supporté par la communauté. Je ne peux que vous inviter à faire plus de recherches à son sujet si vous êtes intéressé. Nous voici maintenant dans les fondamentaux de base de données. Qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données est une collection de données organisées et structurées. Les données sont stockées dans des tables, comme dans Excel. Ces tables Excel sont liées et regroupées selon une structure bien spécifique. Une instance de base de données comprend les tables, la structure, les procédures stockées et tout autre élément nécessaire pour exploiter la base de données. Le système Security Center utilise beaucoup les bases de données pour stocker de l'information. Par exemple, le rôle répertoire entreposera des informations liées à la configuration du système. Le rôle archiveur utilisera une base de données pour entreposer des informations liées à l'indexage des vidéos. Quant au gestionnaire d'accès, lui, viendra entreposer les événements liés au contrôle d'accès. L'application ou service utilisé pour gérer une base de données est appelé un moteur de base de données. Il existe de nombreux moteurs de base de données. On pourra citer Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL ou encore Informix. Les produits Genetec utilisent exclusivement Microsoft SQL Server pour la base de données. Quelle version de SQL peut être utilisée comme moteur de base de données avec Genetec? Parlons-en. Aujourd'hui, Security Center 5.2 prend en charge Microsoft SQL Server 2008 R2, toute édition, ainsi que Microsoft SQL Server 2012, toute édition. Attention, par défaut, lors de l'installation, Genetec vous proposera d'installer la version gratuite de Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. Cette version gratuite a plusieurs limitations, il est important de le savoir. Seulement un seul CPU sera utilisé par le processus SQL. Un maximum de 1 Go de mémoire peut y être alloué. La taille maximum d'une base de données est de 10 Go. Dépendamment de vos besoins, ces limitations peuvent être acceptables ou pas. Par exemple, dans le cas d'un système dédié à la lecture de plaques d'immatriculation, on recommandera de considérer une version payante de SQL afin d'éviter la limite des 10 Go par base de données. Dans le cas d'une licence payante, les limites deviennent tout autres. Jugez plutôt. Jusqu'à 32 processeurs, jusqu'à 64 Go de mémoire, taille maximum de base de données d'1 million de téraoctets et la prise en charge des clusters Windows. Si vous considérez acheter une des licences payantes de Microsoft SQL, portez votre attention sur leur modèle de licence qui peut être un peu complexe. Parlons maintenant de Windows. Application et service. Parlons un peu de la différence entre une application et un service. Les applications sont généralement installées sur des postes de travail, alors que les services sont généralement installés sur des serveurs. Une application présente généralement une interface graphique, doit être manuellement lancée par l'utilisateur. Aussi, celui-ci devra souvent interagir avec une application. En revanche, les services se lanceront automatiquement au démarrage, n'ont souvent pas d'interface graphique et ne nécessitent pas d'interaction avec l'utilisateur. Par exemple, Word est une application, alors que Microsoft SQL Express 2008 est un service. Process. Un programme informatique, que ce soit une collection passive d'instructions. Un processus correspond à l'exécution de ces instructions. Plusieurs processus peuvent être associés à un même programme. Encore une fois, par exemple,
Microsoft Word exécute le processus winword.exe. iTunes exécute les processus itunes.exe et ituneshelper.exe. Quant à Internet Explorer, lui exécute le processus iexplore.exe. Le gestionnaire de tâches de Windows est une application de gestion des tâches et de surveillance du système d'exploitation Windows. Il fournit différentes informations telles que la performance de l'ordinateur, applications, services et processus en cours d'exécution, utilisation du processeur et informations sur la mémoire, activités, statistiques réseau et les utilisateurs présentement connectés. Le gestionnaire de tâches Windows est l'un des premiers outils de dépannage utilisés pour résoudre un problème logiciel. Le gestionnaire de tâches Windows peut être lancé en appuyant sur les touches CTRL-ALT-SUPR ou DEL, en même temps, ou en faisant un clic droit sur la barre des tâches Windows, puis en sélectionnant Gestionnaire de tâches. Dans la capture d'écran, ici, vous pouvez voir l'application securitydesk.exe étoile 32, le nom de l'utilisateur qui l'exécute, la mémoire utilisée par celle-ci, ainsi qu'une brève description. Fondamentaux du stockage. L'importance du stockage. Un système Security Center qui gère de la vidéo génère d'énormes quantités de données, les flux vidéo. Ceux-ci doivent être stockés. Un système Security Center qui gère de nombreuses portes et entrées numériques a besoin d'accéder à un disque dur rapide pour gérer d'importants pics de lecture-écriture. L'espace disque et les performances des disques sont deux goulots d'étranglement possibles de tout système Security Center. Dans Security Center, avoir des disques durs rapides est essentiel au bon fonctionnement du système. Parlons de technologies de stockage rapidement. Il existe de nombreuses technologies de stockage disponibles. Les disques durs à plateau, les disques SSD, le stockage USB, le stockage flash ou compact flash, les médias optiques, les regroupements de disques communément appelés RAID, de 0 à 6, les SAN et les NAS. Disques à plateau et les bien plus rapides SSD sont traditionnellement utilisés par les stations clientes, celles où on affichera la vidéo. Les serveurs ayant besoin d'énormément de capacité et d'une grande fiabilité s'orienteront tout naturellement vers des solutions avec redondance. Du RAID 5 à des solutions dédiées bien plus onéreuses, la fiabilité va souvent s'accompagner ici à des coûts prohibitifs. Enfin, les stockages flash, de par leur faible taille, sont souvent utilisés sur les caméras IP elles-mêmes. On ne peut pas parler de stockage sans parler de protocole de communication aux unités de stockage. Une fois de plus, très nombreuses. ATA, IDE, pour les moins jeunes d'entre nous, Serial ATA, USB, Fiber Channel, SCSI et ISCSI. Les trois premières sont généralement utilisées pour les stations clientes, ceux qui visionnent la vidéo. Les trois suivantes se retrouveront côté serveur pour assurer la communication avec un SAN ou un NAS. On finira cette première présentation en regardant brièvement une architecture de stockage typique. La partie supérieure montre le réseau dédié à la vidéosurveillance. Ce réseau est connecté à notre archiveur par une de ces cartes réseau. Ici, les stations présentent des utilisateurs du système de vidéosurveillance. On utilisera une autre carte réseau de cet archiveur pour envoyer le flux vidéo des caméras vers notre architecture de stockage, ou SAN, pour Storage Area Network, présenté ici.
Afin de permettre une performance optimale du stockage, nous allons isoler ce réseau de sorte qu'aucun trafic parasite ne vienne interférer et nuire à la performance. C'est l'archiveur qui se comportera comme une passerelle pour fournir la vidéo au client. Voilà, c'est fini pour le module 1 sur les notions de base de cette formation. Je vous remercie de votre attention et vous invite à me retrouver dans la vidéo suivante, le module 2, cette fois dédié à l'architecture de Security Center.